Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme et que on a réussi à résoudre les petits problèmes techniques qu'on a eus. Donc, je vais recommencer à zéro. Je suis très, très fier d'être avec vous ce soir pour le tout premier rendez-vous jeunesse engagée, une série d'émissions qu'on va faire avec les jeunes de la MRC des Appalaches, des jeunes de la stratégie ADN jeunesse. Là, vous vous demandez c'est quoi ça? Ben, c'est pas compliqué. C'est un groupe de jeunes dont va nous parler notre toute première invitée ce soir. Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien? Oui, merci. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Ben, moi aussi, Dominique, je suis vraiment fier d'être là. On a eu des petits problèmes techniques au début, mais c'est normal, c'était la première. Puis, on va s'améliorer au fil du temps. Mais quand on n'essaie rien, il se passe rien, puis on fait pas d'erreur. Donc, ça, c'est notre première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'on est là pour parler de la stratégie ADN jeunesse, pour parler des rendez-vous jeunesse engagés qu'on va faire ensemble au cours des prochains mois. Dominique, parle-moi de la stratégie, c'est quoi? C'est qui Dominique? Puis c'est quoi ça, ce groupe de jeunes-là qui ont décidé de s'impliquer puis de faire changer les choses, puis de faire bouger les choses dans la MRC des Appalaches? Tout à fait. Donc, moi, je suis chargée de projet pour la stratégie ADN jeunesse de la MRC des Appalaches. En fait, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un magnifique projet qui a été mis en place par le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac et la MRC des Appalaches il y a de ça un an. Donc, on retourne un petit peu en arrière avant la pandémie. Le but est simple. Dans le fond, c'est d'accorder la plus de place possible aux 15 à 29 ans des 19 municipalités sur le territoire. On les écoute, on les questionne et on essaie de les représenter à différents niveaux. Donc, chacune des municipalités est représentée par un jeune qui compose le comité jeunesse. Et ensemble, on se réunit, là, ces temps-ci, virtuellement, évidemment. On n'a pas vraiment le choix. Et on essaie de faire avancer les choses. Donc là, vous les voyez, c'est nos 19 magnifiques, 18 magnifiques jeunes, donc, qui sont là avec moi pour travailler sur la stratégie. Donc, C'est un beau groupe de jeunes, c'est vraiment bien. On a eu l'occasion de faire une rencontre Zoom avec quelques-uns d'entre eux il n'y a pas tellement longtemps, puis j'ai vu un dynamisme extraordinaire. Pour les gens de Mégantic-l'Érable, parce que le comté de Mégantic-l'Érable est très grand, la MRC des Appalaches, c'est Thetford Mines puis la région. Donc, ça me fait plaisir de collaborer avec vous à cette initiative-là qui est vraiment extraordinaire. Euh, les jeunes sont emballés. Puis là, on a décidé de lancer ensemble une série de rendez-vous jeunesse engagés. C'est quoi ça? en fait, les rendez-vous jeunesse engagés, c'est venu de l'initiative de mettre en action les jeunes, de justement d'émettre leurs opinions et tout sur des sujets vraiment d'actualité, donc qui se sentent très concernés par cette prise de position-là. En fait, le premier sujet est vraiment très d'actualité, mais on peut pas être plus dedans, c'est la santé mentale. En fait, on a Rachel Garnard qui va venir parler avec nous, qui est une de nos jeunes qui représente la municipalité d'Irlande. Donc, Rachel elle va venir jaser de cela. Puis en fait, à chaque mois, jusqu'au mois de juin, du moins, on va traiter d'un sujet par mois et on va se retrouver comme ça sur la plateforme live Facebook. On va échanger, on va poser des questions. On vous demande aussi si vous vous sentez à l'aise de participer, de collaborer dans les commentaires, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On est là vraiment de façon ouverte, très casual et on va avoir du plaisir au final. Et même plus que ça, on engage les gens à faire des commentaires, à poser des questions. Puis surtout, on va leur poser des questions, puis on va demander des réponses aux jeunes. Pourquoi? Parce que moi, mon rôle comme député, ça va être d'amener ça par la suite aux maires, aux différents élus, aux différents paliers de gouvernement, puis de le promener, puis de propager la nouvelle, puis ce que les jeunes pensent. Parce que souvent, on n'a pas souvent ces tribunes-là où on a l'occasion de parler aux élus, puis de parler aux gens de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. En tout cas, Dominique, merci beaucoup, chapeau. Merci au Carrefour Jeunesse Emploi. Merci beaucoup à la stratégie ADN Jeunesse. Puis c'est le début d'une grande aventure, je suis persuadé. Puis on va même faire des petits tirages, un bon d'achat de 25 chez un commerce local pour les gens qui vont avoir fait des commentaires. Donc, juste à écrire un commentaire sur notre page, puis on va pouvoir faire un petit tirage. Ça, c'est gracieuseté de la stratégie. Puis, Exactement. moi, c'est des petits fonds de loops que j'ai à offrir aux gens qui vont participer, qui vont faire des commentaires. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un fonds de loops tout à fait gratuit, ben, il s'agit d'écrire un commentaire, puis ça va nous faire extrêmement plaisir de répondre à vos questions puis de participer. On y va avec Exactement. notre première personne? Oui?
Bonne soirée, installez-vous confortablement. Merci beaucoup, Dominique. Dominique, qui est la coordonnatrice de la stratégie ADN Jeunesse. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le premier thème de cette série. C'est la santé mentale. On en parle avec Rachel Gardner, qui est la représentante de la municipalité d'Irlande. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Rachel, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir proposé le sujet parce que je pense que c'est toi qui en as parlé. Tu voulais qu'on parle de santé mentale chez les jeunes, mais peut-être avant, là, pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, sachent un peu qui tu es. T'es qui, ça, Rachel Gardner, membre du comité jeunesse de la stratégie ADN Jeunesse? Oui, c'est ça. Donc, comme tu as dit, je suis membre de la stratégie ADN Jeunesse depuis plus d'un an. Moi, j'ai eu envie de m'impliquer dans ma région. Je crois que c'est important de s'impliquer, surtout quand on est jeune. C'est pas à cause qu'on est jeune qu'on n'a pas d'idées, qu'on n'est pas créatif. Je trouvais ça bien de pouvoir offrir, de donner la voix à tout le monde, que tout le monde puisse donner son opinion, dire ce qu'il aimerait améliorer dans leur région. Donc, moi, c'était vraiment mon but en m'impliquant dans la stratégie ADN Jeunesse. Puis c'est ça, moi j'ai décidé de co-animer l'atelier de ce soir avec toi, justement parce que la santé mentale, je crois que c'est un enjeu très important, puis d'autant plus durant la pandémie qu'on vit présentement. Puis c'est ça, je voulais discuter avec les jeunes de la région pour savoir un peu comment ils étudient au baccalauréat en psychologie. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi je souhaite m'impliquer, puis je souhaite connaître la vie des personnes de notre région, des jeunes de notre région, en ce qui concerne la santé mentale. Ben, mais justement, Rachel, parlons-en de la santé mentale. Tu l'as dit, tu es étudiante toi-même actuellement. La santé mentale, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup. C'est vague, c'est très, très grand. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir discuter de ça comme premier sujet de nos rencontres? Je crois que la santé mentale, c'est quand même un sujet assez tabou. Peu importe l'âge qu'on a, on va avoir de la difficulté à en parler, soit à nos proches, soit à un professionnel de la santé. Je crois qu'il faudrait peut-être un peu démystifier ce sujet-là, puis essayer d'en parler plus librement et sans tabou, justement. Je crois que c'est important d'en parler. Puis il y a beaucoup de mythes par rapport à la santé mentale qu'il faut essayer de briser. Oui, puis par rapport aux jeunes, est-ce que c'est l'effet de la pandémie, c'est l'effet qu'on en parle moins d'habitude parce qu'on pense que les jeunes vont toujours bien? Qu'est-ce qui est particulier en ce moment avec la santé mentale chez les jeunes de 15 à 29 ans? Parce que c'est pas mal les jeunes dont on parle dans la stratégie. C'est sûr que la santé mentale chez les jeunes, ça date pas d'hier. On sait que peu importe notre âge, on peut être touché de troubles mentaux, notre santé mentale peut être affectée. Donc, c'est sûr que c'est pas nouveau. Mais on sait qu'avec la pandémie, la détresse psychologique a vraiment augmenté. Autant l'anxiété, la dépression, on sait que les jeunes, surtout les 18-24 ans, sont vraiment plus touchés présentement par les effets de la pandémie, justement. Et pourquoi? Pourquoi? La question est là. Moi, j'ai des jeunes chez nous à la maison, puis parfois, ils sont déprimés d'avoir à étudier à la maison, de ne pas avoir la chance d'aller à l'école, de ne pas avoir la chance d'avoir des cours en présentiel. Là, c'est le nouveau mot que j'ai appris. Là, on est en présentiel ou on n'est pas en présentiel. Pourquoi est-ce que, particulièrement chez les jeunes, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup? Ouais, ben, je crois que les jeunes ont vraiment un besoin de socialiser, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin d'un réseau social. Puis, en faisant en sorte qu'ils suivent leurs cours à distance, je crois que ça l'affecte d'autant plus cette tranche d'âge-là. C'est difficile de pas voir nos amis, de pas pouvoir socialiser. Puis, on sait que c'est important pour préserver une bonne santé mentale. Il faut avoir un bon réseau social, être bien entouré, socialisé. Puis ça, ils sont quand même assez privés dernièrement. Puis c'est sûr qu'en étudiant à la maison, on n'a pas beaucoup d'interaction sociale. J'ai déjà des commentaires sur Facebook. On ne les voit pas apparaître, nous, présentement, à l'écran. Donc, j'ai pris mon téléphone, puis il y a déjà plusieurs personnes qui ont commenté.
On a eu des hello. Il y a Olivier Bouliane qui nous dit bonjour. Allô, Luc et Dominique. Andréane Giroux qui nous dit que c'est un super beau projet. Il y a Coralie Couture qui dit c'est le moment parfait pour parler de la santé mentale chez les jeunes. Je vais sauter là-dessus. Bon, la santé mentale, c'est quoi? C'est une dépression? Est-ce que la personne doit être complètement sur le dos, couchée, puis capable de rien faire? Comment est-ce qu'on peut dire que la santé mentale des jeunes est affectée? Comment on le voit? Ben justement, ça se voit pas nécessairement. C'est ça qui est traître de la santé mentale, c'est que quand, par exemple, quand tu as un problème de santé physique, on va le voir tout de suite, on va vouloir régler le problème tout de suite. Mais avec la santé mentale, c'est un peu plus sournois. Puis des fois, justement, on n'est pas capable de le voir. Puis c'est pour ça que c'est important des fois. Justement, je parlais de socialiser tantôt. Des fois, juste en parlant avec d'autres personnes, c'est là qu'on peut réaliser qu'on va pas bien. La santé mentale, ça touche vraiment diverses sphères de notre vie. Ça peut être notre sphère sociale, la sphère économique, la sphère spirituelle. Ça touche vraiment plein de sphères. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de l'entretenir autant que la santé physique. Des fois, les personnes vont prendre plus soin de leur santé physique que de leur santé mentale, mais c'est autant important que c'est interdépendant aussi. J'ai même quelqu'un, Rachel, David Rodrigue, qui nous dit que les jeunes ont besoin de pratiquer leur sport, de voir leurs amis pour leur santé mentale. C'est relié les deux, là. C'est la socialisation des sports, mais aussi l'activité physique. Mais je vais revenir. Tu sais, j'ai dit, on parle souvent de santé mentale, on pense que les gens sont obligés d'être arrêtés, mais ça peut être quoi? Comment est-ce que tu as une idée des symptômes? Comment est-ce qu'on peut voir qu'un de nos proches a des problèmes? Des fois, ça peut être perte d'appétit, difficulté de sommeil, quelqu'un qui fait de l'insomnie tout d'un coup, puis qu'avant il n'en faisait pas, qui a moins faim. Ça peut être d'être plus irritable, que on a le goût de plus s'isoler, on a moins le goût de parler à des personnes, on va pogner des nerfs plus rapidement qu'à l'habitude. C'est vraiment des petits symptômes comme ça sournois, mais qui nous font que notre corps nous dit que ça va pas bien. Même si on n'est pas capable de le voir physiquement, ça va pas bien. Mais là, la question qui tue, on est en pandémie, on est en Zoom, on socialise pas. Donc, voir ces symptômes-là chez les amis, ça doit pas être facile. Non, c'est ça, justement. Puis c'est un problème en ce moment que, justement, plusieurs professionnels de la santé parlent. C'est que juste, pas nécessairement la santé mentale, mais disons, la violence conjugale, la violence familiale, on détecte plus ces cas-là parce que personne les voit, personne n'est capable de les détecter, personne voit les signaux. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir aller voir un professionnel puis dire « Je crois que mon ami va pas bien » parce qu'on ne sait pas qu'il va pas bien si on le voit pas. J'ai Félix Brousseau qui nous dit c'est très vrai qu'on est touché par la pandémie, nous les jeunes, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire réaliser aussi. Moi, ça m'avait touché qu'on me dise que le premier sujet qu'on va aborder, c'est la santé mentale chez les jeunes. Parce que ce que j'ai entendu le plus, je pense, depuis le mois de mars dernier, de la part de mes filles, mais aussi de la part de d'autres jeunes, c'est on parle pas de nous autres. On semble que parce qu'on va pas au secondaire, qu'on est au cégep, qu'on est sur le marché du travail, qu'on est capable, on est assez grand pour s'occuper de nous autres mêmes, mais d'après ce qu'on discute, ce que je vois comme commentaire, c'est pas tout à fait le cas, là. Il faut quand même prendre du temps puis regarder autour de nous, puis regarder chez les jeunes qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Puis justement, je vois plusieurs articles passés dernièrement qui des cris du cœur de plusieurs jeunes, autant au cégep, au secondaire, à l'université, qui nous disent on dirait qu'on nous oublie, on dirait qu'on n'a pas notre voix. Les jeunes, autant que les adultes, autant que les enfants, ont besoin de voir des personnes, ont besoin de socialiser, ont besoin d'avoir leurs cours en présence, ont besoin de voir des humains. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce qu'on peut savoir combien de jeunes peuvent éprouver des problèmes actuellement? C'est-tu la majorité? Est-ce que c'est une minorité? Est-ce qu'il y a des statistiques qui existent pour qu'on puisse cerner le problème, qu'on puisse convaincre des gens comme moi, des élus, des maires, les dirigeants, qu'il faut qu'ils s'occupent des jeunes dans cette période de pandémie puis de leur santé mentale?
Mais c'est sûr qu'il y a des statistiques, c'est sûr qu'on le sait. Il y a une statistique qui dit que la moitié, selon une étude, là, la moitié des personnes ont vu leur santé mentale se dégrader depuis la pandémie. Donc, on sait que la pandémie affecte les personnes. C'est sûr que juste en voyant la hausse des hospitalisations en pédopsychiatrie, ça nous donne un très bon indice aussi que la détresse psychologique a augmenté avec la pandémie. Donc, j'ai pas de chiffres avec moi, mais je sais juste en voyant que, disons, les hospitalisations augmentent, on le voit bien que ça va pas nécessairement bien pour tout le monde en ce moment. C'est sûr qu'il y en a qui vont bien, c'est sûr qu'il n'y a pas juste du négatif, mais c'est en voyant des chiffres comme ça, comme là on voit le tableau justement que pré-pandémie jusqu'à novembre 2020, on voit que l'anxiété et la dépression probable ont assez augmenté en pourcentage là, d'assez beaucoup, là. Donc, Non, mais c'est impressionnant quand tu regardes ça en pré-pandémie. L'anxiété probable à 3%, en novembre 2020, c'était à 18%. Ça n'a pas doublé, ça n'a pas triplé, c'est 6 fois plus. Les dépressions probables passaient de 7 à 25%. C'est vrai, là, je comprends pourquoi on doit s'en parler plus. J'ai des parents, Rachel, qui commentent aussi, Loretta, qui me dit, lâchez pas, ma fille est à McGill, est ici en téléétudes, je crois qu'on les a oubliés, elle ne lâche pas. Donc, il y a quand même des gens qui sont là. Léa, qui nous dit la concentration est difficile et le contact avec les humains sont essentiels, on en est privé et c'est difficile. La fatigue est plus présente. La fatigue, ça, j'aimerais ça qu'on en reparle peut-être après. La fatigue, on se sent déprimé et la plupart du temps, on ne sait pas où on minimise les effets de la santé mentale sur notre corps. Les jeunes eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir des problèmes, si je comprends ce qu'elle nous dit. Oui, c'est ça. Je crois que aussi, on n'est pas nécessairement conscient, on n'a pas nécessairement eu l'éducation par rapport à notre santé mentale, comment en prendre soin, comment détecter les signaux qu'on va pas bien, parce que, comme je le disais tantôt, tu vas avoir une jambe cassée, tu vas tout de suite aller à l'hôpital, mais si ça va pas bien dans ta tête, parfois on minimise justement ces symptômes-là parce qu'on se dit, ah, c'est pas plus grave. Mais là, est-ce que parce que quelqu'un n'est pas capable de se concentrer en ligne, a nécessairement un problème de santé mentale? Non, non. Non, je crois que c'est juste, par exemple, un effet que si toi, tu as besoin d'être en classe pour pouvoir te concentrer, puis que là, tu es rendu toute seule chez toi avec plein de distracteurs, puis que c'est sûr que c'est pas à cause que tu souffres d'un trouble mental que tu n'es plus capable de te concentrer. Là, OK, donc faut quand même faire la part des choses parce qu'on on fait pas les choses pareilles comme on les faisait avant. Là. Il va y avoir un avant et un après pandémie. Il y a des jeunes qui sont capables de faire face à ça sans problème, mais c'est sûr que parce qu'on le fait pas de la même façon, c'est pas parce qu'on a plus de misère à se concentrer en ligne après 6 heures de Zoom par jour qu'on a nécessairement un problème. Oui, c'est ça. J'ai Sébastien Dargy qui commente, qui dit « J'adore, je trouve extraordinaire de voir une jeune parler de santé mentale. C'est important d'en parler. Félicitations et lâchez pas. » Ça, c'est pour toi, Rachel. Merci. J'ai Jérémy qui nous dit « L'adolescence est une période où il faut en profiter et en ce moment, on n'en profite pas. » Oui, ça, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes en parlent. On voit que les jeunes veulent avoir des interactions sociales, veulent vivre leur jeunesse. Il y a beaucoup de monde qui disent on a juste une vie, on veut vivre à 100% le moment présent. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils sont en train de perdre des années de leur vie, puis que c'est plate, mais c'est sûr que je comprends. C'est sûr que c'est pas facile, puis que justement, surtout à l'adolescence, on veut être avec nos amis, on veut socialiser. La jeunesse passe juste une fois, là. Puis les défoncés d'année, exemple, le 31 décembre, ceux et celles qui venaient d'avoir 18 ans, ça n'a pas été la même chose que ça aurait été normalement, là. Non, c'est ça. Les balles de finissant dont on a entendu parler beaucoup la dernière année, qui avaient été supposément reportées à l'automne. On a vu plein de photos sur Facebook de jeunes avec leurs parents qui prenaient des photos avec la robe, mais tout seuls.
c'est sûr que ça change puis ça a des effets puis que ça doit pas être les mêmes effets pour tout le monde. Non, c'est sûr, ça varie de chaque personne, mais on voit justement qu'à l'adolescence, on a tellement d'événements puis d'occasions qu'on peut célébrer tout le monde ensemble et non sur Zoom ou sur Internet, puis chacun de notre côté, notre bal. Là, on a tellement de choses qu'on veut vivre ensemble, notre bal, notre graduation, notre rentrée scolaire. Faire notre rentrée scolaire sur un ordi, c'est pas pareil. Il y a Annabelle qui nous dit que c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte que le contact humain est tellement important. Là, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Christopher qui dit merci à vous car les jeunes sont trop souvent les oubliés du système. Ça, je l'entends souvent. Puis comme élu, ça vient me chercher. Puis j'aurais le goût de vous demander à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous attendez des élus? Qu'est-ce que vous attendez des dirigeants? Qu'est-ce que vous attendez des premiers ministres, des ministres? Dites-le moi, qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que quand on est dans notre position, où on doit prendre des décisions, où on doit parfois faire des discours en chambre, adopter des projets de loi, on se dit peut-être, bon, ben les jeunes, comme je l'ai dit tantôt, sont capables de s'arranger. C'est rendu des jeunes adultes maintenant. On leur a donné l'occasion d'aller étudier à distance. Ils peuvent continuer leur bac. Qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Puis on entend après ça, non, ça va pas bien. C'est surprenant. Donc, j'aimerais ça s'il y a des jeunes qui avaient des suggestions à nous donner, ce serait le fun qu'on puisse les voir. Je ne sais pas, toi, Rachel, en as-tu à donner des suggestions, des recommandations aux élus puis aux dirigeants en ce moment? Ben, je crois que juste d'investir plus dans le réseau de la santé, puis le réseau justement dans le réseau de la santé mentale, d'offrir plus de services psychologiques, par exemple dans les écoles secondaires, les cégeps, les universités, les CLSC, de former plus de personnes peut-être, justement, de vraiment axer, parce que c'est vraiment un enjeu important que peut-être plusieurs sous-estiment. Puis je crois que ça serait important de mettre encore plus l'accent sur ça. On va parler parce qu'on ne peut pas passer à côté, puis c'est Jérémy Chartier qui l'aborde le sujet la première fois. Les gouvernements vont sûrement le remarquer à force que les suicides augmentent, malgré qu'il entre la plupart des suicides dans les décès dus à la pandémie. Dans ça, il y a deux choses. Il y a la question du suicide, qui inquiète beaucoup les jeunes, les parents, puis il y a la question de toute l'information qu'on reçoit, qui parfois nous semble, c'est un peu trop, là. Quand on regarde trop les pages Facebook, pour connaître Facebook, puis pour être habitué, si on est déprimé, puis qu'on regarde des pages de gens déprimés, ben Facebook va nous montrer de plus en plus de pages de gens déprimés. Et ça, c'est comme dans n'importe quelle autre situation. Si tu aimes les autos, puis plus tu vas aimer des pages d'auto, bien plus que Facebook va te montrer des pages d'auto. Mais la question du suicide, est-ce que c'est quelque chose dont les jeunes parlent entre eux? Je crois que, comme je disais justement au début, la santé mentale, c'est un sujet tabou, puis le suicide l'est d'autant plus. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très tabou, que le monde n'ose pas parler. Puis souvent, quand on est dans cette problématique-là, aussi, on pense que personne peut nous aider, personne peut nous comprendre, puis ça sert à rien d'aller en parler parce que personne va pouvoir nous aider ou faire quelque chose pour nous. C'est déjà fini, puis il n'y a plus rien à faire. Puis c'est important d'en parler, puis d'aussi savoir les ressources qui existent, justement, quand ça arrive, qu'on est rendu à un point tel où que on veut s'enlever la vie. Puis je crois que c'est important de savoir justement les ressources comme un 800 appels ou tel jeune pour les jeunes ou juste les ressources dans les écoles ou juste en parlant à un ami, puis des fois ça l'ouvre une porte. Puis, Je pense que ce qui est important, puis là, ben, je suis pas un psychologue, là. Je veux surtout pas que les gens prennent ça comme un avis officiel de professionnel. Mais quand on en parle à quelqu'un, quand on reçoit la personne qui reçoit un signal comme celui-là, faut pas regarder ça pour soi, même si la personne nous a dit de le garder privé, même si je pense que c'est important de partager ça avec quelqu'un pour essayer d'aider cette personne-là. Parce que souvent, c'est des appels à l'aide un peu secrets, un peu privés. On le sait qu'il se passe quelque chose, mais on garde ça pour nous autres. Je pense que ça, c'est peut-être une des problématiques qu'on vit quand on est jeune aussi. On est un petit groupe d'amis, on veut pas déplaire, on va pas nuire à quelqu'un en faisant la bonne chose parfois.
Oui, puis c'est ça, justement, aussi quand on est jeune, on n'est pas nécessairement outillé à recevoir ce genre d'informations-là. Mais il faut au moins être assez outillé pour savoir qu'il faut aller en parler à quelqu'un, puis qu'il faut pas garder ça pour soi, puis que c'est important. Ça peut sauver une vie d'aller en parler à un adulte, à un professionnel. Le numéro de téléphone passe en bas de l'écran, là, si les gens le voient. Il y a des textos qu'on peut faire. On peut faire un 800 appel ou 263-2266. Il y a un site Internet. Il y a n'importe qui que vous voyez ici. Vous pouvez m'en parler à moi. Vous pouvez en parler avec les gens autour de vous. Si jamais vous êtes dans une situation difficile, je pense que c'est de ne pas garder ça à l'intérieur puis de commencer justement à l'aborder. Je vais parler d'autres questions, Rachel, parce que beaucoup de gens, je pense beaucoup aux jeunes. Bon, là, je pense que c'est une personne plus âgée. Mes amis, les sorties étaient les choses les plus importantes pour moi à ce moment. J'ai du mal à imaginer avoir été privé de ça à cet âge-là. Je suis de tout cœur avec vous. Donc, il y a des adultes qui partagent la souffrance, la détresse. J'ai vu que mon collègue du provincial, le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, écoute aussi. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine, c'est le temps de passer des messages. Comme je l'ai dit, quand on a décidé d'en faire ensemble les rendez-vous jeunesse engagée, c'est justement pour permettre aux élus et aux gens de prendre connaissance puis de prendre conscience de ce qui se passe. Il y a des gens qui nous parlent d'une génération sacrifiée, augmentée. Il y a Elisabeth qui propose d'augmenter l'accès en santé mentale, service de psychologie TS. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est donc, à ton opinion, puis selon ce que tu as vécu, que ces ressources-là ne sont pas facilement accessibles? Peut-être pas nécessairement accessible parce que je sais, disons, dans les écoles, c'est très accessible d'y aller. C'est plus le manque de temps, le manque de professionnels qui est surtout le problème dans ça. Puis je sais, par exemple, là, depuis 2 ans au Cégep, ils sont rendus avec une travailleuse sociale qui est là tous les jours. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment une belle avancée au Cégep. Mais ça reste que il y a quand même plusieurs personnes au Cégep, puis des fois d'avoir une psychologue et d'avoir plus de professionnels, ça peut toujours aider pour combler le manque. J'ai deux autres questions, puis j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. J'ai Nancy Talbot qui me dit les parents ont un rôle à jouer. Oui. Je trouve que c'est important que les parents s'impliquent. C'est sûr que justement les parents sont pas nécessairement outillés, c'est pas tout le monde qui a fait des études dans ça, puis c'est très normal. Mais ça reste que des fois juste de demander comment ça va, juste de prendre le temps de s'asseoir avec son enfant puis de lui demander comment il va. Des fois, ça ouvre une porte, puis il n'est pas obligé de nécessairement parler avec ses parents, mais des fois de savoir qu'on est prêt à l'écouter, ça fait un gros changement, puis il va peut-être être capable par la suite d'aller en parler avec un professionnel, un ami, un autre adulte de confiance. Des fois, les parents ont peut-être tendance à la vie va vite, puis à dire c'est pas grave, t'es jeune, ça va passer. Ça, je l'ai entendu souvent, mais ça passe pas tout le temps. Non, c'est ça, c'est quand même parfois banalisé, puis justement, peut-être à cause que c'est la santé mentale aussi, il est jeune, c'est normal d'être comme ça, mais les premiers symptômes des troubles mentaux se développent dans l'adolescence. Justement, les troubles mentaux qu'on peut avoir à l'âge adulte se développent durant l'adolescence, donc c'est vraiment important de garder l'œil ouvert et d'être attentif à nos jeunes. Il y a un autre phénomène également, puis comme tous les jeunes en ce moment que je connais sont sur les réseaux sociaux, beaucoup plus qu'avant. Puis comme parents aujourd'hui, avant les parents des plus jeunes, on pouvait dire pas tant d'heures sur les réseaux sociaux. Je me souviens, là, tu as droit à tant d'heures, mais là aujourd'hui, oublie ça, là, c'est tout le temps avec le TikTok, avec tous les réseaux sociaux qui existent. L'intimidation sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent maintenant que les jeunes ne se voient pas? Est-ce que c'est une autre forme? Est-ce que tu en as entendu parler? C'est-tu quelque chose dont qui est encore présent, étant donné qu'on n'a plus d'intimidation dans les écoles? Est-ce que c'est encore présent, selon toi, entre les jeunes? Mais je crois que c'est autant présent qu'avant, peut-être même plus, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça s'est pas enlevé soudainement avec la pandémie. Puis ce qui est sournois aussi avec justement l'intimidation sur les médias sociaux, c'est que
quand on se fait intimider à l'école, une fois que tu retournes à la maison, c'est fini. Mais avec l'intimidation sur les médias sociaux, c'est une fois que tu es rendu à la maison, une fois que tu es couché, peu importe, tu continues, tu sais que tu continues de te faire intimider, malgré que tu as fermé ton cellulaire, malgré que tu es dans la douche, malgré que tu dors, tu sais que ça continue. C'est ça qui est pire avec l'intimidation sur Internet. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de prévention? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Parce que c'est comme un cercle sans fin, hein? Quand tu commences à te faire intimider sur les réseaux sociaux, on dirait que tu vois pas la fin. Ça peut être soit des photos, soit des propos que tu as dit. Ça peut être toutes sortes de choses qui, peut-être, les jeunes n'étaient pas assez préparés, mais aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'on en parle assez dans les écoles? Puis est-ce qu'on devrait en parler plus longtemps, pas juste au primaire, pas juste au secondaire? Ben moi, je crois que tout part de l'éducation, puis on devrait pas arrêter d'en parler, puis on devrait en parler davantage, puis éduquer davantage les enfants, les adolescents, les adultes, d'être alertes, puis que c'est pas correct de faire ça, puis on sait que même parfois ça peut même mener jusqu'au suicide tellement que c'est trop pour l'enfant ou l'adolescent. Puis on sait qu'aussi la relation avec les pères est très importante durant l'adolescence, donc si on se fait intimider par nos pères, on le prend peut-être encore plus personnel, plus mal que peut-être un adulte pourrait le prendre. Là. Donc, c'est vraiment important d'en parler, puis de faire comprendre aux jeunes que c'est pas correct, puis d'expliquer aux jeunes aussi que s'ils le remarquent, d'en parler parce que c'est grave. Consommation, drogue, alcool, marijuana, maintenant que c'est légalisé. Quel impact ça a, d'après toi, chez les jeunes? Je crois aussi avec nouvellement les SQDC qui sont avec le cannabis qui est légalisé au Canada, c'est sûr que peut-être qu'à long terme, on va voir de la banalisation face au cannabis. Puis justement aussi, fait que là encore un manque d'éducation qu'on fait pas avec nos jeunes, c'est surtout le cannabis, ça peut mener à des psychoses, puis ça peut mener à des troubles mentaux. Puis ça, il y a pas beaucoup de jeunes qui savent que tu peux fumer une seule fois de la marijuana, puis tu fais une psychose, tu peux développer un trouble de schizophrénie, puis ta vie change du jour au lendemain. C'est important de le savoir. Ben, de le savoir, on n'est pas là pour juger, puis ça, c'est important. C'est pas pour juger la consommation, c'est pas pour juger comment vous êtes, c'est juste de savoir reconnaître le moment où vous avez besoin d'aide. Que ce soit un consommateur, que ce soit un consommateur occasionnel, alcool, drogue, c'est comme la cigarette, on y a touché une fois, puis après ça, c'est difficile de pas y revenir. À un moment donné, on dit, bon, ben, il faut arrêter de fumer pour toutes sortes de raisons. Ben, c'est la même chose au niveau de la santé mentale. C'est le moment, c'est d'être capable de reconnaître le moment où c'est trop, où on est accro, où ça devient plus une béquille, puis ça nous empêche de fonctionner normalement, si je me trompe pas. C'est comme ça que tu vois ça aussi? Oui, oui, totalement. Puis même avec la pandémie, pour faire un lien, là, on sait que la consommation d'alcool a augmenté depuis la pandémie. Puis c'est quand même à prendre au sérieux là, que si on réalise que soi-même ou que notre ami ou un collègue, justement, a des problèmes de consommation, c'est important d'en parler aussi. J'ai Christopher parce qu'il y a quand même du côté positif, qui dit c'est le moment parfait pour découvrir de nouvelles passions, lecture, musique, dessin, pour l'estime de soi. Les solutions, justement, pour se sortir de ça, il n'y a pas de livre, là, il n'y a pas de manuel de dire, OK, voici ce qu'on fait, on est en pandémie, voici ce qu'on fait pour aller mieux. As-tu un message aux jeunes par rapport à ça? Ben c'est sûr que c'est toujours important de se changer les idées. Puis justement, les idées qui viennent d'être proposées, c'est super bien, super intéressant de lire, de peinturer. Ça peut être aussi, si des fois on est moins artistique, ça peut être d'aller jouer dehors, juste de prendre l'air, de changer les idées, de prendre soin de soi. Puis quand on prend soin de soi, on prend soin de sa santé mentale aussi. C'est sûr. Puis si vous avez des idées d'activités, inscrivez-les.
comme Christopher l'a fait, c'est bien, puis ça peut peut-être vous permettre de découvrir d'autres choses. Moi, je ne veux pas révéler de secret, mais chez nous, ça s'est mis à tricoter. C'est vraiment bien. Puis on a toutes sortes de belles réalisations par rapport à ça. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment fier. Mais ça prend quand même des activités parce qu'on ne peut pas être que sur Zoom à longueur de Non. journée. Puis le soir, on ne peut pas juste rester tout seul chez nous sans rien faire, puis toujours écouter les télés sur Netflix ou n'importe quoi. À un moment donné, faut se sortir de là. On peut faire du Netflix en faisant des dessins. Oui, oui. J'ai d'autres questions. Beaucoup de gens qui me parlent des délais pour avoir accès à des soins, pour avoir accès à des psychologues au niveau public. Dans mon école secondaire, on a, il me semble, une psychologue pour tout le 5e secondaire. Malheureusement, celle-ci est souvent débordée. J'ai eu un autre du côté de Lac-Mégantic qui dit que ça prend 6 mois pour avoir un travailleur social et plus de 2 ans pour un psychologue gratuit, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir accès. Ça, ces ressources-là, pour toi, devraient être plus accessibles. Oui, mais c'est comme je disais tantôt, je crois qu'il y a un gros manque de ce côté-là. Puis l'objectif que ça pourrait être, ce serait de former plus de professionnels, puis d'offrir plus de services, parce qu'on le voit, que les jeunes le demandent, la demande est là, mais l'offre manque. J'aimerais ça que... Il y a un commentaire qui me touche, j'ai Valérie, qui me dit « L'inconvénient quand on parle avec nos proches du suicide et de nos pensées, le regard qu'ils portent sur nous change, ils nous prennent en pitié, on se sent donc misérable, inférieur et anormal. Les ressources sont là, mais je crains de sonner une alarme et de créer une trop grande dose d'inquiétude. » Wow! Là, c'est vraiment de ne pas être capable de parler de ce qu'on est. Il doit y avoir plusieurs jeunes comme Valérie qui sont comme ça. Oui, c'est sûr qu'elle n'est pas la seule à penser comme ça. Oui. J'ai Jérémy qui nous dit, avec les nouvelles restrictions, il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent malheureux dû au fait d'aller à l'école seulement pour faire des examens. Le retour en classe sera pénible. Je pense qu'il va être plus positif que pénible. Ça va être difficile peut-être, mais essayons de voir un côté positif à la fin de la pandémie, les amis qui vont revenir. Mais c'est vrai qu'on s'est habitué à travailler à distance. Il va falloir se réhabituer à se côtoyer. Ce ne sera pas pareil. Moi, je prends juste mon exemple comme député. J'avais l'habitude à tous les dimanches d'aller dans des brunchs puis serrer les mains de tout le monde pendant qu'ils mangeaient. C'est-à-dire que je prenais les microbes du premier de la table puis je l'amenais jusqu'à la fin de la dernière table. Je pense que la politique va changer. La vie sera pas tout à fait pareille, mais il y a quand même d'espoir au bout du tunnel. Là. Sinon, Rachel, tu n'es pas là ce soir pour nous parler de la santé mentale. Tu penses qu'il y a quelque chose de positif au fait d'en parler? Oui, c'est sûr que ça doit être dur pour plusieurs de se projeter dans le futur et de voir qu'il y a du beau qui s'en vient. Mais je crois que ce qui est bien, c'est que on a un avantage, les humains, c'est d'être résilient, c'est d'être capable de s'adapter à toutes les situations. Puis je crois que on va s'en sortir. Puis c'est pas pour demain, mais faut voir les beaux jours s'en venir. Puis, je pense que la question de Valérie a suscité beaucoup de commentaires. Les gens, la peur d'être jugé chez les jeunes. Et ça, c'est surtout là, comment tu te sors, comment tu t'habilles pour aller à l'école. La peur d'être jugé, même en période de pandémie, elle est là. C'est omniprésent. Est-ce qu'il y a des remèdes à cette peur-là d'être jugé? Ça existe ou c'est intrinsèquement relié à la jeunesse puis au passage à l'âge adulte? Je pense que c'est justement quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, on cherche, on est beaucoup en quête d'identité, en quête d'indépendance, puis peut-être de se faire trop materner par les autres. Des fois, ça peut peut-être nous taper sur les nerfs, puis justement ou des fois, on a seulement peur d'aller chercher de l'aide parce qu'on veut pas décevoir les autres, on veut pas qu'ils pensent qu'on est faible. Mais c'est pas une question de faiblesse, ça arrive à tout le monde un jour dans sa vie d'aller moins bien. Puis c'est pas à cause que notre santé mentale va moins bien que notre vie est finie puis qu'on peut pas s'en sortir. Ben, il y a effectivement,
Puis la santé mentale, j'en reviens un peu à la discussion qu'on avait au début. C'est pas nécessairement juste de faire une dépression, puis d'aller se cacher, puis de se rouler en petite boule dans notre sous-sol, puis de plus vouloir parler à personne. Ça peut être la fatigue, ça peut être un stress, ça peut se développer par l'anxiété. Il y a tellement de symptômes qu'on ne penserait pas avoir recours à personne, puis on ne penserait pas en parler à nos amis. Ce que je retiens à date, c'est, un, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Deux, quand on est la personne qui se fait parler de ces choses-là, il ne faut pas avoir peur d'en parler non plus. Exactement. Si, justement, aux gens de l'entourage, des jeunes qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, ce soir? Je pense que je leur dirais, c'est de rester à l'écoute, de rester ouvert, puis si on n'est pas outillé justement pour recevoir ces commentaires-là, c'est de se faire, des fois on se sent comme si on se faisait pitcher le problème de l'autre, là, pour dire comme ça, là. Mais si on n'est pas outillé, justement, c'est d'aller en parler à quelqu'un d'autre qui va être mieux outillé, puis ça peut être un professionnel de la santé, justement, qui va être mieux outillé pour prendre en charge notre enfant, puis d'en parler à des professionnels à l'école, par exemple, la psychologue, la travailleuse sociale, pour qu'eux autres ils puissent prendre en charge votre enfant. Là, c'est peut-être pour l'étudiante en psychologie. J'ai une question un peu spéciale. Est-ce que les tests pour les maladies mentales deviennent confidentiels à partir de 14-16 ans? Je pense que oui, mais... Oui, mais dans le fond, à partir de 14 ans, tu as le droit de consulter un psychologue, un professionnel de la santé sans que tes parents le sachent. Donc, logiquement, c'est confidentiel. Puis, pour faire suite à d'autres tantôt, quand on parlait de suicide, on fait un peu on passe d'un sujet à l'autre rapidement, mais c'est surtout ça quand on répond aux gens, là, c'est selon les questions qu'on a. Les gens nous disent que vouloir se suicider, c'est vouloir arrêter de souffrir. Donc, c'est pas que des gens veulent partir, c'est qu'ils veulent arrêter d'avoir mal. Puis c'est à ça, je pense, qu'il faut surtout être attentif pour les gens autour de nous. Puis les jeunes, le message qu'ils nous envoient, c'est écoutez, nous aussi, on est là. Vous parlez des personnes aînées, vous parlez des travailleurs de la santé, vous parlez de plein de gens, vous parlez des jeunes du primaire, des jeunes du secondaire, mais vous parlez pas de nous autres. Puis pourtant, on souffre à notre façon, pas tous au point de vouloir s'enlever la vie, mais ce que je sens, c'est chez les jeunes cette souffrance-là d'avoir leur jeunesse comme hypothéquée, puis avoir l'impression de ne pas être capable de revenir sur ces moments-là, d'avoir perdu cette période-là de leur vie pour toujours. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas évident. C'est un grand défi, effectivement, puis j'ai des gens qui commentent ça. Écoute, Rachel, moi, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur la santé mentale. Moi, j'ai beaucoup appris de toi puis des commentaires que qu'on a envoyés. J'espère que les gens vont continuer à nous envoyer des commentaires sur Facebook. Moi, ce que je vais faire, je vais les partager avec mes collègues, des élus, pour faire en sorte qu'on en parle. C'est le message que j'ai reçu le plus, puis je pense que c'est le message qu'on passe. Je voudrais rappeler aux gens de regarder en bas de l'écran. Il y a des numéros de téléphone pour les gens qui peuvent avoir besoin d'aide, des numéros de téléphone pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations. Puis, tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'être en crise pour vouloir faire un de ces téléphones-là. Là. Les gens, ils vous diront pas, ah, t'es pas sur le bord, là. Non, t'es sur le bord oui, non, t'es sur le point de le faire. Non. Les gens vont dire comment ça va. Je pense que c'est la question qu'on peut le plus poser actuellement, puis on en a parlé tout à l'heure. La question qu'on pourrait poser aux jeunes, puis que j'aimerais peut-être finir là-dessus, c'est comment vous allez, vous? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment ça va à l'école? Comment ça va? Répondez à cette question-là. Puis si vous avez de la misère, ben c'est peut-être justement un signe qu'il faudrait peut-être en parler. D'accord avec ça? Oui? J'ai quasiment répondu à la question, hein, c'est ça. C'est ça qui était difficile. Si tu avais une conclusion à faire, Rachel,
un dernier message à passer pour conclure ce petit live qu'on a fait, ce premier rendez-vous engagé, ce serait quoi? Mais je dirais prenez soin de votre santé mentale, c'est très important, surtout dans le contexte qu'on est en ce moment. Puis n'hésitez pas d'en parler à n'importe qui, que ce soit un ami, un professionnel, un parent. L'important, c'est d'en parler puis de pas de rester toute seule avec notre problème renfermé sur soi. Hey, chapeau, Rachel, chapeau. Sincèrement, là, je pense que les gens sont vraiment contents de ce qu'on a fait ce soir, mais moi, je suis particulièrement fier d'avoir découvert Rachel Gardner et de la profondeur et de la richesse des échanges qu'on a eus. Je suis persuadé qu'on a pu aider des gens. Puis qu'on a sûrement, en tout cas, éveillé beaucoup de gens, que ce soit des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on l'a dit, les adultes, les parents ont un rôle aussi à jouer là-dedans par les propos qu'on a eus ensemble ce soir. Je te remercie beaucoup. Mais merci à toi. Salut tous les gens de la municipalité d'Irlande. On a un prochain rendez-vous qui va être le 17 février. On va parler d'un sujet qui nous touche beaucoup en pleine pandémie, d'accessibilité et de couverture Internet. On passe complètement dans un autre registre, mais je pense que c'est super important qu'on puisse en parler aussi parce que je vais juste te faire une petite histoire courte. J'ai une famille d'une municipalité dans mon comté. Il y a 8 personnes en même temps qui doivent utiliser Internet pour faire des Zooms et tout ça. Puis, ils n'ont pas accès à un réseau Internet câblé comme on a ici en ville, c'est par cellulaire. Donc, à 500 $ de compte, Dell Mobilité a décidé qu'il coupait le service à cette famille-là. Fait que comment tu fais pour suivre tes cours dans ce temps-là? Ça cause des problèmes non seulement de santé mentale, mais aussi de cours, de Zoom, puis de problèmes financiers pour la famille. Donc, on va essayer de parler de ça au cours de la prochaine rencontre. Je pense que ça va être super important aussi parce que oui, vraiment. C'est un thème qui touche à beaucoup de jeunes. Puis je pense que c'est normal. C'est pas parce qu'on est en campagne. Quand je dis campagne, c'est tout ce qui est hors de Montréal quand on est un Montréalais. Mais c'est pas parce qu'on vit dans des plus petites communautés qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes services que dans une grande communauté. Donc, c'est un rendez-vous pour tous les gens à venir le 17 février à cet autre rendez-vous jeunesse engagée. Merci à Dominique. Merci à toute l'équipe de la stratégie ADN Jeunesse. Je vous rappelle que tous ceux qui ont fait des commentaires, Rachel, on va faire un tirage, un bon d'achat de 25 $ dans un commerce local. Et aussi des fonds de loup que j'ai mis à quelque part ici, là, tout ça. Puis, n'oubliez pas, si jamais ça va pas, il y a toujours des gens qui sont là pour vous écouter. Je te laisse dire bonsoir et au revoir à tout le monde, Rachel, parce que vraiment, tu as été tellement bonne depuis le début que je ne veux pas que personne d'autre que toi qui ferme ça.